Et recommandé que l'on commence parce que l'auteur, Ousmane Kane, n'est pas là tout seul. Il est là avec un groupe d'étudiants de Harvard qui était dans un programme pour 1 mois avec nous. Aujourd'hui, 2 mois avec nous, je m'excuse. Après cette cérémonie, il va falloir qu'il s'occupe de ses étudiants pour leur faire un peu la réception de fin de programme. Donc, le timing sera très strict. On aura maximum 1h30. Et après, il va falloir qu'on arrête pour qu'ils puissent aller s'occuper de ses étudiants. Donc, compte tenu de ces impératifs et compte tenu aussi du fait qu'on tient beaucoup à ce que les choses peut-être se passent dans le temps, nous allons commencer. Je voudrais dire bienvenue à mes collègues qui sont à la table. Mon ami Ibrahima Diop, ancien directeur de la FASTEF et professeur à la FASTEF même, un germaniste. Le professeur Boubacar Bari, que l'on ne présente plus, véritablement, s'il fallait le faire, on allait lui consacrer toute la séance et vous en convenez tous. Voilà, et le professeur Dr Ibrahim Assal, récemment devenu ancien secrétaire exécutif du Conesria, et vous connaissez tout le travail qu'il a abattu au niveau du Conesria, et si vous voulez, l'aura, la nouvelle aura qu'il a donnée à cette institution. Je suis sûr et certain que le docteur Sall déploiera ses compétences dans une autre institution, et nous sommes sûrs que nous l'entendrons encore faire un travail extraordinaire au niveau d'une autre institution africaine ou internationale. Alors, Ousmane m'a fait l'honneur de l'introduire. Bon, pour l'introduire, il faut lire tout ça. J'ai 10 pages ici et j'ai 3 pages ici. Je crois que bon, vous allez me demander d'en faire l'économie, mais il faudrait dire que son titre c'est professeur responsable de la chaire Al-Walid Ibn Talal à Harvard University. Pour le camper, voyez les institutions ou l'institution où il a eu ses diplômes, en particulier sa thèse, et l'institution qu'il est en train de servir maintenant. Ce qui fait que on pourrait dire peut-être de la Sorbonne à Harvard, si vous voulez, l'itinéraire du professeur Ousmane Kane. Mais on ne peut pas limiter ça à ça, parce que récemment, il a eu une attitude et un geste qui m'ont beaucoup ému. Et ça veut dire que Ousmane est passé ailleurs avant d'aller à la Sorbonne. C'est un collègue, c'est un ami. Saloum, je crois, comme moi. Oui, professeur en tout cas, professeur comme moi aussi. Il vient dans mon bureau, je lui dis de s'asseoir au fauteuil, ce qu'il dirait, il enlève ses chaussures. Il enlève littéralement ses chaussures et il les met de côté. Je lui dis non. Ousmane, si tu ne mets pas tes chaussures, moi je ne reçois pas. Mais ça n'a l'air de rien, mais moi, les détails, c'est important pour moi. Cela veut dire qu'il est allé à bonne école, il a été certainement un produit du Dara. Et ce qu'il y a de mieux à dire sur le Dara, parce que le Dara aussi, il faut le dire, ce n'est pas un signe distinctif positif de notre société. Quand vous voyez des enfants à 4 h du matin, et ça il faut que je le dise là, à 4 h du matin, là-bas là, aux Almadies, entre les différentes discothèques, des enfants de 10 ans, et l'ensemble du Sénégal ne fait rien, parce que nous ne faisons rien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'hypocrisie. L'État n'a qu'à s'en charger. Et on attend l'État, dès qu'il y a un petit incident, nous le. C'est ce qu'on fait. C'est ce que nous faisons tous. Est-ce que ce problème-là, enfin, et Ousmane en a parlé ailleurs,
on voudra quand même, nous, en tant que Sénégalais, dire que ça, c'est une tare pour la religion et c'est une tare pour le pays. Il faudrait qu'ensemble, on fasse quelque chose pour que l'on retourne au Dara de Cheikh Ahmedou Kane et pour qu'on retourne au Dara qui a produit Ousmane Kane. C'est extrêmement important. Donc Ousmane est spécialiste des problèmes de ce qu'on appelle la religion musulmane contemporaine ainsi que la société musulmane contemporaine. Je vous dis, ces 12 pages-là vous donnent toutes les publications qu'il a, mais moi, la publication qui vous passionne le plus, c'est Au-delà de Timbuktu. Je rappelle qu'il avait déjà dédicacé ce livre-là au Codesria, dans sa version anglaise, qui était Beyond Tombouctou. Il a traduit comme il l'avait promis, et vous avez donc le livre ici, Au-delà de Tombouctou, érudition islamique et histoire intellectuelle en Afrique de l'Ouest. Je voudrais m'en arrêter là, en guise d'introduction. S'il y a d'autres questions par rapport à Ousmane, on va lui poser par la suite. Il m'a demandé aussi de faire le modérateur. Bon, je commence à compter, on aura 1h30 maximum. Donc, sans trop tarder, Ousmane, tu seras peut-être le premier à prendre la parole, normalement. Hein? Oui. À moins que tu veuilles le faire avant. Non? Ah, ok. Bon, donc tu présentes et après il y aura la réaction. Voilà, donc tu as la parole. Merci. Bon, merci beaucoup, Ousmane. Et merci aussi d'avoir bien voulu accueillir notre programme. Il y a une dizaine d'étudiants de mon université qui sont ici depuis 2 mois. Et donc le WAC nous a vraiment donné tout le soutien logistique nécessaire pour la réussite de notre programme. Et merci beaucoup. Alors, merci aussi d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie de dédicace. Donc, du livre intitulé Au-delà de Tombouctou, érudition islamique, l'histoire intellectuelle en Afrique occidentale. Je voudrais répondre à 5 questions avant de laisser la parole aux discutants. La première question, pourquoi j'ai écrit ce livre? La deuxième question, quelle est la structure du livre? La troisième, quels sont les principaux débats contemporains auxquels j'essaie de contribuer? Je suis très ému par la présence de Cheikh Ahmedou Kane ici, que je remercie d'être venu. Quelle partie du livre lire si on n'a pas le temps de le lire dans son intégralité? Je sais que je ne lis pas la majorité des livres que j'achète. Et enfin, quel enseignement à en tirer? Pour commencer, pourquoi j'ai écrit ce livre? À Freetown, la capitale de la Sierra Leone, la Church Missionary Society crée le Fourabey College en 1827. C'était le premier collège d'enseignement en langue occidentale en Afrique de l'Ouest. Au moment de sa création, il existait de nombreux centres d'érudition islamique en Afrique de l'Ouest et Sankoré à Tombouctou est l'un des plus anciens de ces centres. Il avait été fondé au XIVe siècle, c'est-à-dire soit 2 siècles après la création de Tombouctou, et déjà au VIe siècle pouvait être comparé favorablement aux meilleurs centres d'enseignement du monde musulman. Donc ce livre raconte l'histoire de l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi le titre Au-delà de Tombouctou? Parce que Tombouctou est certes un centre d'érudition célèbre depuis des siècles, connu par ses écoles, ses archives de manuscrits rares et ses grands savants, mais Tombouctou n'était pas unique, ce n'était qu'un lieu d'érudition parmi tant d'autres de l'Afrique noire. Pour citer quelques autres, il y a la ville de Djenné au Mali, la cité de Medina Baye à Kaolack, celle de Pire Sagnofor au Sénégal, où l'histoire de l'érudition a fait l'objet d'un livre écrit par le docteur Tiernoka, Kano et Borno au Nigeria, pour ne citer que quelques-uns. Vous verrez qu'il n'y a pas de photo de Tombouctou dans le livre. Sur la page de couverture de l'édition anglaise, vous voyez la photo là, c'est la photo de la mosquée de Djenné. Et sur celle de l'édition française, il y a la mosquée de Medina Baye et la photo du chef Ibrahim Niass. Et dans toutes ces cités, il y a une longue et solide tradition d'érudition. Des étudiants viennent de partout dans le monde pour y étudier. J'ai décrit dans ce livre la genèse de l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest, du début jusqu'à nos jours, en examinant les contextes et en influencer la production et la dissémination du savoir islamique. En analysant l'érudition islamique dans sa profondeur, j'essaie de corriger l'idée erronée
que l'Afrique subsaharienne se situait à la périphérie du monde musulman. Les lettrés musulmans d'Afrique de l'Ouest ont apporté une contribution décisive au savoir islamique et leurs écrits ont eu un grand impact en Afrique subsaharienne, mais aussi au Maghreb. Ils ont mis en place un système élaboré de transmission du savoir en Afrique de l'Ouest. Ils se rendaient en Afrique du Nord et aux lieux saints de l'islam pour y étudier, mais aussi pour y enseigner. Et inversement, les Arabo-Berbères viennent à Tombouctou, à Medina Baye, pour enseigner, mais aussi pour étudier. La propagation de l'évolution islamique est allée de pair avec celle de la langue arabe, qui est l'une des langues les plus usitées dans le continent africain. C'est la langue maternelle de 200 millions d'Arabes en Afrique du Nord et la langue liturgique de plus de 250 millions de musulmans subsahariens. Cette tradition d'érudition n'a pas décliné à la faveur de l'émergence de l'hégémonie occidentale. Au contraire, les lettrés musulmans se sont appropriés les systèmes pédagogiques modernes et les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour promouvoir l'érudition islamique. Malheureusement, une grande partie des intellectuels non arabisants ignorent cette tradition d'érudition et ce livre fournit une vue d'ensemble accessible donc, de cette tradition, y compris sa genèse, les métamorphoses qu'il a subies à l'époque coloniale et son adaptation à l'époque actuelle. Maintenant, une brève description de la structure du livre. Le prologue est en partie autobiographique et j'y explique en quoi mon expérience personnelle et familiale, n'est-ce pas, m'a inspiré à faire des recherches ayant abouti à la publication de ce livre. Les 4 premiers chapitres identifient des groupes et réseaux qui sont devenus les piliers de la production, de la reproduction et de la dissémination de ce qui constitue le savoir conventionnel islamique et dont la maîtrise conférait la qualité de lettré. J'y analyse également les grands débats au sein des lettrés musulmans du XVIe au XIXe siècle, notamment l'esclavage, le djihad, la construction et la légitimation des États islamiques. Les 4 derniers chapitres du livre démontrent comment le système d'éducation islamique a été affecté par le colonialisme, mais également comment ce système s'est réadapté par la création d'écoles franco-arabes, d'universités et facultés d'études islamiques, et comment elle s'est renforcée à la faveur de la densification de la vie associative islamique qui a eu un impact profond sur la vision du monde des musulmans d'Afrique de l'Ouest. J'y mets également l'accent sur le rôle que les pays arabes et organisations internationales et non gouvernementales musulmanes extérieures ont joué dans le développement des institutions musulmanes en Afrique de l'Ouest au cours des 50 dernières années. J'y aborde aussi l'apparition de nouveaux courants de pensée islamique tels que le chiisme, l'islamisme, et le dernier chapitre analyse l'émergence des groupes djihadistes violents tels que Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Din, Moujao au nord Mali et Boko Haram au nord du Nigeria en ce début du XXe siècle. Maintenant, quels sont les principaux débats auxquels ce livre contribue? Il y en a 2 en particulier. Le premier, c'est l'historiographie africaine et le deuxième, le cosmopolitisme. Dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, le philosophe allemand Hegel avait affirmé à propos de l'Afrique noire, et je le cite, « Les plus anciens renseignements que nous avons sur cette partie du monde disent la même chose. » C'est Hegel qui parle. L'Afrique n'a donc pas à proprement parler une histoire. Elle ne fait pas partie du monde historique. Elle ne montre ni mouvement ni développement, et ce qui s'y est passé, c'est-à-dire au nord, relève du monde asiatique et européen. Ce que nous comprenons en somme sous le nom d'Afrique, c'est un monde anhistorique non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. Fin de citation. Les historiens de l'Afrique ont prouvé que de telles affirmations n'ont aucun fondement. Ils ont démontré que de grandes civilisations se sont épanouies en Afrique au cours du dernier millénaire, et je m'inscris dans la même perspective que ces historiens en démontrant que l'Afrique de l'Ouest a une riche histoire intellectuelle qui s'est exprimée dans plusieurs langues. Contrairement à une opinion répandue, l'écriture était bien connue en Afrique subsaharienne avant la colonisation. Certaines régions d'Afrique de l'Ouest avaient des taux d'alphabétisation supérieurs, n'est-ce pas, à ceux de l'Europe. Nous en avons la preuve par des dizaines de milliers de textes écrits par les Africains de l'Ouest, en arabe ou en adjami, et qui gisent encore dans les collections publiques et privées de manuscrits, mais également des témoignages d'observateurs européens dont je vais vous donner quelques exemples.
Le baron Jacques-François Roger, gouverneur français du Sénégal de 1822 à 1827, avait écrit qu'il y avait plus de Noirs qui pouvaient lire et écrire l'arabe en 1828 que de paysans français pouvant lire le français. Francis Moore, un employé de la Royal African Company of England, une compagnie à charte anglaise opérant en Sénégambie, avait écrit dans ses mémoires que, et je le cite, dans tous les royaumes et contrées des deux rives de la rivière Gambie, des communautés peules parlaient la langue arabe et que d'une manière générale, elles connaissaient mieux la langue arabe que les Européens ne connaissaient le latin, même si elles parlaient également une langue vulgaire dénommée Foli. D'autres explorateurs avant et après Moore, y compris Ibn Battuta au XIVe siècle, Léon l'Africain au XVe siècle, l'explorateur européen Mungo Park au XVIIIe siècle et beaucoup d'autres au XIXe siècle, ont témoigné de la vitalité de l'érudition islamique en Afrique de l'Ouest bien avant l'invasion coloniale de la fin du XIXe. Selon l'explorateur européen, l'explorateur français René Caillé qui a visité Tombouctou au début du XIXe, tous les nègres de Tombouctou pouvaient lire le Coran et le connaissaient même par cœur. L'écriture de l'histoire africaine après l'indépendance a privilégié trois types de sources. Les sources coloniales en langue occidentale, la tradition orale et l'archéologie. Ce livre identifie une quatrième catégorie de sources, les écrits en langue arabe et en adjami, c'est-à-dire les langues africaines transcrites avec le caractère arabe. L'écriture arabe a une histoire de 8 siècles et les lettrés musulmans africains citent dans leurs écrits des auteurs de Turquie, de l'Inde, de l'Afrique de l'Ouest, de la Perse, de l'Andalousie musulmane, ce qui constitue autant de preuves qu'ils participaient à un réseau mondial d'échanges intellectuels. En outre, si les Européens depuis Hegel considéraient le Sahara comme une énorme barrière séparant l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne, il y a eu des réseaux politiques, économiques et scolastiques importants que ce livre démontre, n'est-ce pas, qui sont centrés sur le Sahara et qui démontrent aussi comment les habitants, comment les Africains et les Arabo-Berbères se sont servis du désert comme un pont pour construire de larges réseaux régionaux. Au cours du deuxième millénaire, les Africains noirs et les Arabo-Berbères ont entretenu des contacts soutenus. Comme le prouve l'invasion marocaine ayant détruit l'empire Songhai et la non moins infâme traite orientale des esclaves, les relations ont été parfois très violentes. Mais elles ont aussi été mutuellement bénéfiques par le biais d'échanges matrimoniaux, commerciaux, diplomatiques et surtout des relations spirituelles et intellectuelles. Néanmoins, ces échanges intellectuels demeurent l'aspect le moins étudié des relations entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et cette négligence résulte de l'organisation académique de l'étude de l'Afrique en Occident. D'une part, les universités occidentales ont conçu l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maroc, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, comme une ère culturelle distincte appartenant à un ensemble dénommé Moyen-Orient, Afrique du Nord, et étudiée dans le cadre d'une spécialisation désignée comme telle, étude du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. D'autre part, elles ont confiné l'étude du sud du Sahara, considérée comme l'Afrique au sens propre du terme, dans le cadre de l'africanisme ou des études africaines. Cette division du travail ignore le fait que la langue arabe, comme langue maternelle ou de liturgie, tout comme la culture arabe, ont été et demeurent des liens puissants unissant des centaines de millions de musulmans du Maghreb, du Sahara et de l'Afrique subsaharienne. Le deuxième débat auquel ce livre contribue, c'est le cosmopolitisme. L'Afrique noire tend à être représentée aussi bien dans le discours académique que dans l'imaginaire populaire comme un univers de tribus antagoniques. Un des grands défis de la construction nationale selon une telle perception est de créer un commun vouloir de vie commune au sein de différentes tribus séparées par les frontières coloniales et postcoloniales. Ce méta-récit a tellement été ressassé qu'il est devenu, sinon parole d'évangile, du moins la lecture dominante. J'affirme que de nombreux peuples ouest-africains, se sentant liés par une communauté de destin, ont su, dans le passé comme dans le présent, transcender leurs particularités pour réaliser des objectifs communs, et la très ancienne tradition intellectuelle islamique, à laquelle les Africains de races et d'ethnicités différentes ont contribué, constitue une illustration achevée de cette réalité. Cette tradition a toutefois été occultée par le discours hégémonique occidental du siècle dernier. En inventant l'Afrique comme continent d'oralité exclusivement, ce discours passe sous silence sa tradition littéraire.
En 2013, tous ceux qui suivaient l'actualité africaine avaient appris qu'à Tombouctou, lieu d'érudition célèbre où sont préservés des milliers de manuscrits, de nombreux écrits avaient été détruits par les islamistes lors de la contre-offensive française visant à stopper leur expansion. Mais très peu savent que Tombouctou n'était qu'un lieu d'érudition précoloniale parmi tant d'autres, et l'objectif de ce livre est de corriger, n'est-ce pas, la perception de l'Afrique comme continent essentiellement dormite. Maintenant, quelle partie du livre lire si on n'a pas le temps de le lire dans son intégralité? J'espère qu'une personne qui feuillette ce livre dans une librairie ou qui obtient une copie sans avoir le temps de lire, donc le livre dans son intégralité, lira juste les épigraphes du prologue, des 9 chapitres et de l'épilogue, car ces épigraphes illustrent soit une idée maîtresse du livre ou une opinion erronée sur l'Afrique que j'essaie de corriger. Par exemple, dans l'épigraphe de l'épilogue, je cite Kwame Nkrumah, qui dans son discours intitulé Flowers of Learning, prononcé lors de sa nomination comme chancelier de l'Université du Ghana, s'est lamenté de la destruction des centres d'érudition africains par les envahisseurs étrangers. En effet, en 1591, une expédition marocaine de milliers de soldats, munis d'armes à feu, avait attaqué l'Empire Songhai, dont Tombouctou faisait partie. Les troupes marocaines confisquèrent des milliers de manuscrits qui sont toujours au Maroc. Ils exilèrent des éminents savants de Tombouctou, qui moururent tous au Maroc, excepté Ahmed Baba al-Timbukti, qui était l'un des plus grands savants du monde musulman au VIe siècle, et dont la vie, l'œuvre et l'impact en Afrique du Nord est analysé dans ce livre. 3 siècles après l'invasion marocaine, les troupes de colonisation françaises, dirigées par le commandant Archinard, attaquent et vainquent l'État omarien et confisquent des milliers de manuscrits, n'est-ce pas, qui constituaient la bibliothèque omarienne, pour les loger où? À la Bibliothèque nationale française, où, n'est-ce pas, ils sont rangés sous la rubrique du fonds Archinard. On les appelle le fonds Archinard. Et jusqu'ici, le fonds Archinard n'a pas été restitué. On a donné des copies à Thierno Moutara, mais on n'a pas restitué le fonds Archinard. En 2013, donc, lors de la contre-offensive visant à libérer le nord du Mali de l'occupation des islamistes, ces derniers brûlèrent et volèrent plus de 4000 manuscrits, ainsi que les disques durs d'ordinateurs où les manuscrits avaient été digitalisés. Donc c'est vous dire qu'il y a une longue histoire de pillage de notre héritage intellectuel. Maintenant, pour conclure, quels sont les enseignements à tirer de ce livre? Et là, je vais citer l'intellectuel nigérien Abdul Moumouni, n'est-ce pas, qui est le parrain de la première université du Niger indépendant. En 1964, il avait publié un ouvrage faisant le point sur l'éducation en Afrique, identifiant ses forces et ses faiblesses. Il affirmait en conclusion de son livre que la réforme du système éducatif en Afrique est une priorité. Un demi-siècle après la publication de l'ouvrage de Moumouni, la production du savoir reste fragmentée en Afrique noire. Et le système éducatif actuel n'est pas en mesure d'intégrer pleinement les différentes traditions intellectuelles. Certes, ce n'est pas l'Afrique noire seulement qui est affectée négativement par la fragmentation du champ scientifique. La fragmentation du savoir était le sujet du premier rapport mondial sur les sciences sociales, ISSS UNESCO de 2010. Et parmi les problèmes que pose l'accumulation, la transmission et l'usage de la connaissance dans différentes sociétés, le rapport cite notamment les inégalités asymétriques comme facteurs fondamentaux. L'Afrique de l'Ouest, sans nul doute, est confrontée à ces problèmes. Et je pense que le fossé séparant europhones et non-europhones, et particulièrement les arabophones, doit être comblé pour rendre visible l'héritage intellectuel du continent africain et bâtir de solides bases pour l'éducation du 3e millénaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci Ousmane de cette introduction, ces propos liminaires. Je ne vais pas commenter, je vais tout de suite donner la parole. Ce sera par ordre. Je vais passer au professeur Boubacar Bari, historien de l'Afrique de l'Ouest très connu, donc sera en droite ligne. Après, peut-être le docteur Ebrahim Assal. Et mon cher ami, je terminerai avec toi. Je me permets de dire mon ami. Voilà. Donc, professeur Boubacar Bari, vous avez la parole. Alors, tous ceux qui sont là, ce qu'ils disent, on peut leur donner 1 heure de temps d'intervention parce que c'est toujours intéressant. Mais comme Léo Mulnegui, il nous a enfermés dans 1h30, on demandera peut-être si on peut être bref. Bref, je m'excuse. Voilà, merci. Professeur Boubacar Bari, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Ousmane Sène.
donner la parole. Et merci à Ousmane Sène, on est avec Ousmane aujourd'hui, de m'avoir associé à la présentation de cet ouvrage sur Beyond Tombouctou, au-delà de Tombouctou. Je dois dire que je suis particulièrement privilégié parce que j'ai eu l'honneur de lire le manuscrit en son temps et ensuite j'ai été associé à la présentation de l'édition anglaise au Codestria il y a une année, je crois. Il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je suis là aussi pour participer à la présentation de la version française. Et je pense que notre souhait a été exaucé quant à la traduction très rapide, effectivement, de cet ouvrage en anglais, de l'anglais vers le français, parce que nous pensions que ce qui a été dit dans cet ouvrage devait être lu par la grande majorité, effectivement, des personnalités qui s'intéressent à l'histoire intellectuelle de l'Afrique. Donc, le second souhait que je vais ajouter là tout de suite, c'est à quand la traduction en Wolof, en Pulaar, en Socé, ainsi de suite. Je reviendrai dessus parce que c'est extrêmement important. Je pense que le contenu du savoir qui est là va être atteint, doit être atteint par la majorité des populations pour qu'elles prennent conscience de l'importance de ce contenu. Je dois dire que si je devais résumer le contenu de cet ouvrage, je dirais tout simplement que c'est la première encyclopédie de l'histoire intellectuelle de l'Afrique de l'Ouest en langue arabe et en langue africaine. Au-delà, effectivement, du savoir que nous avons reçu de l'usage des langues europhones, l'anglais, le français, le portugais. Et ceci est très important. C'est la première histoire intellectuelle qui montre à la fois les conditions de la production du savoir, de sa transmission et de son impact dans la solution des problèmes africains. Parce que ce savoir qui a été transmis depuis des siècles en langue arabe ou en langue africaine a abordé tous les problèmes de la vie de nos sociétés, sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan pratique, sur le plan de l'agriculture, ainsi de suite, sur le plan de la science. Et ce savoir-là, son histoire est relatée avec beaucoup de minutie par Ousmane Kane. Et vraiment, je pense que c'est une contribution inestimable. Et je dois dire que chacun des chapitres de cet ouvrage peut faire l'objet d'un ouvrage en particulier. Et c'est ça l'importance aussi de l'apport d'Ousmane Kane, c'est de tracer des pistes pour la recherche qui permettront de connaître cette histoire intellectuelle qui a été mise en parenthèse par l'école coloniale qui a submergé effectivement tous les savoirs en Afrique de l'Ouest dans leur transmission. Et ça, on voit à travers l'ouvrage toute cette dualité entre savoir endogène, savoir arabophone, savoir en langue africaine et savoir euro-européen qui s'est imposé dans le système éducatif. Et je pense que pour en arriver effectivement à la conclusion que vous avez faite sur la proposition de Abdou Moumini à propos de la crise du système éducatif et la façon dont on doit y trouver une solution en associant tous les savoirs, le savoir européen et le savoir indigène, est une contribution énorme. Et en fait, les deux systèmes sont en crise. Le système traditionnel de transmission des savoirs à travers le Coran, à travers les daras, à travers les universités islamiques qui ont été fondées, et la crise aussi du système éducatif tel que nous l'avons hérité depuis la colonisation. Tous ces deux systèmes sont en crise et il n'y a pas de solution à cette crise tant qu'on ne va pas associer les deux systèmes ensemble pour résoudre et avoir un système éducatif unique qui engloberait tous les savoirs. Et j'ajouterais
tous les savoirs dans toutes les langues, pas uniquement en français, anglais, portugais d'un côté et arabophone de l'autre côté. Cette dualité-là elle est patente dans tous les livres, mais aussi les autres savoirs dans les autres langues africaines. Et l'apport fondamental, je pense, de Abdou Noumini et son équipe qui était en Guinée, toutes ces forces africaines, qui est devenue au secours de l'école guinéenne, Izerbo, les Abdou Noumini, ils ont fait cette réforme qui a été synthétisée dans l'ouvrage d'Abdou Noumini dans l'éducation en Afrique, mais dans laquelle il donnait la priorité à l'époque à l'enseignement en langue africaine. Et jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on ait compris effectivement l'importance de l'enseignement de langue africaine parce que le système europhone domine encore le système éducatif. Et je pense que la solution est là. Le reste, je pense que je recommanderais à tout le monde de lire vraiment cet ouvrage qui est extrêmement riche et il aborde des choses nouvelles que nous ne connaissons pas toujours. C'est la création des instituts, des universités islamiques au Niger, en Ouganda, au Kenya, au Burkina Faso, un peu au Sénégal aussi. Et il y a toute une série de créations d'instituts et d'universités islamiques qui ont leur propre trajectoire, mais qui ne communiquent pas entre elles et qui n'ont pas de coopération entre elles, et qui n'ont pas de coopération aussi avec les universités europhones qui existent déjà et qui forment autant le savoir que les autres. Donc, ma conclusion, c'est effectivement de renforcer votre idée d'un système éducatif unique, mais qui prendrait en compte tous les savoirs. Voilà, je vous remercie. Merci à notre doyen Boubacar Bari. Je vais donc passer la parole à Dr Ibrahim Sall du Conisria. Je me rends compte que la version française a été publiée par Conisria. Hein? Ah ben voilà, hein? Une illustration de son travail. Voilà, Ibrahim, vous avez la parole. Merci Ousmane. Bonjour à tous. Salut les personnalités ici présentes. Et remercier Ousmane et Ousmane de m'avoir associé à cet exercice. J'ai effectivement aussi, comme Barry, eu l'occasion de participer au lancement de l'autre édition. Et féliciter Ousmane pour ce travail, non seulement pour la qualité du travail intellectuel, on va revenir là-dessus, mais il n'est pas donné à tout le monde de publier un ouvrage à Harvard University Press, et il n'est pas donné encore moins à tout le monde de pouvoir traduire son propre ouvrage dans un laps de temps si court et le publier avec une maison d'édition qui appartient à soi. J'en connais une seule personne ici, c'est Félix Sarr qui publie le livre sur sa maison d'édition. Mais je pense que c'est un travail extraordinaire et c'est la qualité du travail est à saluer. C'est un livre qui, je pense, montre l'existence de traditions intellectuelles au niveau de l'Afrique qui sont très anciennes et qui sont très, très importantes comme la vie du monde. Il faut rêver quand on commence l'histoire de l'évolution en Afrique en parlant de effectivement, c'est vraiment raccourcir l'histoire qui est beaucoup plus longue. J'étais la semaine dernière à Bruxelles à la conférence mondiale des humanités organisée par l'UNESCO. Et l'une des présentations a porté sur les hiéroglyphes. Le travail de Cheikh Anta Diop sur les hiéroglyphes, mais également il y a d'autres spécialistes qui ont suivi Cheikh Anta qui montrent que, en fait, l'écriture n'est pas quelque chose d'étrange au niveau de l'Afrique, ce n'est pas seulement un continent de l'oralité, comme on le dit souvent, mais c'est un continent de vieilles traditions d'écriture et de vieilles traditions universitaires. Et il était question à cette rencontre en Belgique la semaine dernière aussi de la décolonisation des savoirs. Et voilà comment encore de l'écriture pour nous, les humanités à partir de l'Afrique. Aujourd'hui, il est reconnu que faire un travail comme celui que Ousmane a fait, c'est extrêmement important pour justement que l'on puisse faire face aux problèmes du monde d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas seulement faire l'histoire pour se rappeler ou pour savoir connaître notre passé, mais c'est faire l'histoire pour pouvoir justement
puiser les ressources justement de cette histoire-là et de nos traditions pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Parce que si les questions de Tombouctou, d'aller au-delà de Tombouctou, d'abord c'est qu'une monde, c'est qu'a été Tombouctou en fait. C'est une collection massive de manuscrits, des dizaines de milliers de manuscrits détenus dans les bibliothèques, mais également dans les collections privées. Les manuscrits qui abordent toute une variété de thèmes, et des questions qui sont d'ordre économique, des questions philosophiques, des questions religieuses, juridiques, la résolution du conflit, les questions relatives à l'environnement, c'est tout ça qui est abordé par le conflit. Alors, pendant longtemps, le souci par rapport à ces manuscrits, c'était de dire que c'est des droits qu'il faut qu'on les préserve. Je pense que ça, c'est encore une question qui reste importante aujourd'hui et souffre en plus des risques de destruction. Il y a également le pillage qui s'est fait. Il y a toute une pratique des manuscrits qui est en cours et qu'il faut arrêter. Mais en même temps, maintenant, je pense que les gens ont commencé à déchiffrer ce qui est dans ces manuscrits-là. Il y a plusieurs colloques qui le font. Ce que Ousmane a fait, c'est non seulement faire cet exercice de déchiffrage pour entrer dans les textes qu'ils disent, mais également c'est prolonger un peu cette histoire-là, de voir ce qui s'est passé après. Et je pense que c'est ça vraiment dans les grands apports de cet ouvrage-là. Et plusieurs choses arrivent. D'abord, il discute de ce que Ali Mazou a appelé le triple héritage de l'Afrique, en disant qu'en Afrique, on avait en fait une convergence des civilisations. En fait. Il y a la civilisation orientale, il y a la civilisation occidentale et la civilisation africaine. Et donc c'est dans ça qu'on a navigué pendant longtemps. La rencontre a été plutôt conflictuelle dans le pays africain. Et il montre qu'effectivement, ça n'a pas été seulement conflictuel, mais il y a également une tradition très très riche, et des échanges très riches, et qui illustre par sa propre histoire familiale, mais également par toutes les rencontres qui ont existé au Pays. Et quelqu'un a parlé de la route de langue. Parce que Tombouctou, c'était un grand centre, mais c'est pas le seul. Il y en a eu beaucoup plus. Il y a d'autres, y compris ici au Sénégal. Pire a été cité souvent comme l'un des exemples. Et alors, d'ailleurs, c'est intéressant, Pire, parce qu'on va compter quelque chose que le professeur Duval-Echard disait au sujet de Pire, en rappelant que lorsque les colonisateurs ont voulu aller détruire, attaquer la ville et tout détruire, les gens se sont organisés pour enrober les manuscrits et les documents et les livres dans les pots et creuser profondément et les enterrer là-bas. Et quand les gens sont venus dans tout détruire, mais ils n'ont pas pu détruire leurs livres, en fait, de cette ville-là. Et ça, c'est à rappeler, parce que voir ce qui se passe dans le conflit africain et que les Africains sont soucieux seulement de manger et de boire, en fait, parce qu'on voit les images de la guerre au Libéria, où on voit les gens, les troupes, y compris les troupes de la Comore, malheureusement, tout dans les maisons après la guerre civile, la question pour arrêter la guerre civile au Libéria. On voit les gens porter des télévisions, des frigos et des matériels comme ça, comme si c'est la seule chose qui aurait intéressé les gens. Mais en fait, non. Dans notre histoire, il y a eu un profond attachement au savoir, pour une part qui a des origines islamiques, parce que l'islam va juste savoir, mais également parce que les gens estiment que c'est important d'avoir ce savoir-là. Ce n'est pas vraiment une question qui est confinée au milieu urbain. Il y avait une véritable culture du livre, y compris au milieu rural. Ça, c'est illustré dans une branche qui a été publiée récemment, qui s'appelle L'autant des éléments. Dans ce là un des chapitres de cet ouvrage-là montre qu'en fait, la culture du livre existait même en milieu rural, contrairement à ce que l'historiographie coloniale a raconté en fait. Donc, alors, je reviens à cette question-là parce qu'il y a une historienne de l'Est qui a parlé de ce qu'il appelait la route des langues. On a parlé de la route de la soie, on a parlé de la route des épices. Et également la route des langues. Parce que tout le monde, comme je dis, c'était au centre de toute une série de réseaux. Et les gens venaient à Tombouctou et ils partaient de Tombouctou pour aller ailleurs. Et ce mouvement-là était assez important, et surtout particulièrement en Afrique. Donc c'est ça qu'il faudrait aussi retenir. Beaucoup de débats, beaucoup de questions ont été abordées. Il a fait une très bonne cartographie des sources intellectuelles et des sites pour savoir. Il a abordé les questions des modes de transmission du savoir, des institutions où le savoir peut l'acquérir dans cet espace de sens musulman politique. Et beaucoup de questions qui sont abordées dans cet ouvrage-là. Je vais juste parler de 4 choses.
La première, c'est l'histoire de l'enseignement supérieur qui passe en fait. Et je pense que l'évolution des institutions d'enseignement a été extrêmement importante. Il a bien montré la fracture qui a existé pendant longtemps entre les traditions non europhones et les traditions europhones. Mais ce qu'on voit dans ces livres, c'est que quand même ça a évolué vers une convergence. Les institutions tendaient à se ressembler en empruntant les unes des autres. Dans les universités modernes, les plus grandes, il y a le département d'études arabes et islamiques. Dans les universités islamiques également, on a beaucoup évolué des systèmes où on s'intéresse uniquement à l'enseignement de la religion, principalement à l'enseignement de la religion, jusqu'à l'enseignement technique. Alors même il y a des institutions du monde, des institutions privées, qui sont comme n'importe quelle autre institution d'enseignement, et qui aspirent d'ailleurs à intégrer des institutions telles que le Canada, à être reconnues. Donc il y a une évolution du système. Je pense que l'histoire de l'enseignement supérieur ne sera pas complète, on ne peut pas continuer ici. La deuxième chose, c'est que je pense que les relations entre les arabophones et les europhones, c'est une relation qui a été problématique pendant très très longtemps. On est socialisé dans un système inspiré par l'Occident. Et nos institutions et la vie politique de nos pays et la vie économique de nos pays ne laissent pas de place aux gens qui sont formés en dehors de ce système-là. Qu'ils soient formés dans le système traditionnel ou dans le système comme d'enseignement. Et là également, il y a une évolution qui a commencé à se sentir. Et dans les deux cas, une des choses qui montre, c'est quand même le rôle des deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est le phénomène de la privatisation. Et je pense que l'évolution du système économique a été une grande part des évolutions qui ont eu lieu. La deuxième, c'est la technologie. Et la manière dont la technologie a été utilisée par les deux cas. Et donc, ce qui arrive, c'est que la culture de l'élite tend à se rassembler et à se rapprocher. Ces gens, François Bayard, je pense qu'ils parlent de l'assimilation réciproque de l'élite. Il y a des espaces de rencontre des élites, des parlements font partie. Et beaucoup de millions font que les élites se rencontrent, et donc il y a une certaine convergence qui commence à se faire. Le troisième point qui me reste, qui paraît important et je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête, c'est quand même la dépendance extérieure des systèmes d'enseignement. Les réseaux qu'il décrit, c'est les réseaux qui relient les institutions d'enseignement islamique et arabophones aux pays du Moyen-Orient, à l'Iran, à la Libye et à l'Arabie Saoudite principalement. Et cette relation de dépendance très très forte. Il montre que ça a commencé à évoluer un petit peu, mais ça reste quand même quelque chose de très très important. On a eu, de la même façon, les universités modelées sur le système occidental ont été reliées à des universités françaises et américaines, et les connexions restent très fortes avec ces universités-là. Donc, on ne peut pas continuer à fonctionner notre système avec des dépendances extrêmement fortes sur des centres qui sont en dehors de notre continent, et pour des raisons financières et pour des raisons qui vont au-delà de ça, parce que même les populations ont été pendant longtemps déterminées par justement ces liens-là. Et évidemment, la colonisation n'a pas beaucoup aidé dans cette affaire-là, et ils l'ont montré très bien dans l'évaluation. S'il y a une chose, moi, que j'aurais souhaité voir beaucoup plus développée dans le village, et j'ai eu l'occasion de voir le manuscrit, il m'a fait l'honneur de me le montrer avant de le publier. Je l'ai fait la remarque déjà, mais c'était un peu tard. C'est quand même la question du genre, quoi. Ça, c'est un peu trop faiblement abordé dans l'ouvrage. Et pourtant, ça est très important. Dans l'histoire de l'islam même, on nous rappelle que le rôle que Sayyidatuna Aïcha a joué dans l'enseignement de l'islam et dans la fondation de l'université de Médine a été extrêmement important. Deuxième chose, l'université la plus vieille en Afrique aujourd'hui, c'est l'université de Caroline au Maroc. Elle a été fondée par Fatima Kiri, c'est une femme. Elle existe encore aujourd'hui et délivre le diplôme encore aujourd'hui. Plus récemment, il y a Nana Asmaou qui a joué un rôle extrêmement important dans l'enseignement, non seulement religieux, mais également politique. Donc, aujourd'hui, malheureusement, la famille même dont on parle là. Donc, il y a quand même un rôle extrêmement important dans l'éducation religieuse et même dans l'éducation au-delà de ça, qui serait bien de souligner, probablement dans un travail qui va suivre celui-ci. Il a abordé la question du cosmopolitanisme, de
complètement d'accord là-dessus. Je pense que ça maintenant c'est démontré par les travaux qu'en fait on a des ressorts, on a des mécanismes de solidarité, on a des mécanismes qui permettent de gérer en fait, le politique d'une manière extrêmement importante. Des pistes de recherche, il y en a beaucoup. Il faudrait continuer à les explorer et mettre les étudiants à travailler sur ces questions-là. Je pense que lui parle d'un espace islamique d'essence. Je pense que ce qu'il montre dans son ouvrage, c'est qu'on évolue vers, ou alors c'est peut-être un souhait de ma part, qu'on évolue vers un espace africain d'essence. En faisant converger non seulement donc les savoirs orophones et non orophones, mais également tous les autres savoirs qui existent, qui prédaptent ces savoirs orophones et non orophones pour la plupart, mais qui existent au niveau de l'Afrique, à plusieurs niveaux. Et qu'il faudrait savoir justement mettre en valeur et faire en sorte que le système universitaire soit ouvert et qu'il permette justement de ne pas laisser disparaître tous ces savoirs-là. Voilà, je pense qu'il y a en arrêter là parce que sinon je vais prendre plus de temps que je ne veux. Merci. On applaudit Ibrahim 2 fois doublement pour son développement et pour son approche genre. Hein? Mais ce que les gens disent là est vrai. Et quand ils parlaient, j'étais en train de réfléchir à des incidents qui sont venus récemment. C'est parmi les pharmaciens et les médecins, la nécessité de voir aussi notre médecine traditionnelle. Mais il y a une levée de bouclier. Pourtant, mais pourquoi ceux qui sont moulés dans la pharmacie et la médecine occidentale ne veulent pas entendre parler de ça? C'est la même approche ici. Ceux qui sont dans les langues occidentales ne veulent pas parler d'autre chose. Je crois qu'il y a une reconversion des mentalités qui doit se faire véritablement. Et ce livre-là pourra y aider. Je l'ai même ajouté, des livres comme ça. Comment pourrait-on faire pour que ceux qui, au niveau de l'Afrique, décident au plus haut niveau, qu'ils puissent au moins avoir accès à ces livres-là? S'ils ne peuvent pas les lire, qu'un de leurs conseillers lise et leur fasse un résumé. Parce que ce livre-là, lu, et que les chefs d'État discutent autour de ça, mais ça peut lever beaucoup de préconçus et permettre aux gens d'aller vers les décisions dont on a besoin, je crois. Je crois que c'est une possibilité. Et le doyen Cheikh Abdou Kane m'a entendu. Donc voilà. Hein? Bon, sans trop abuser de votre patience, je vais donner la parole à Ibrahima Diop. Après, on va peut-être demander à l'auteur de réagir rapidement. Et après, on va donner la parole à l'assistance, je crois. Voilà. Et puis, il y aura aussi la dédicace, je crois. Voilà. Ibrahima. Merci, Ousmane. Ma présence ici en tant que professeur de philosophie allemande est un sujet à beaucoup de questions. Il m'en a facilité la tâche en parlant de Hegel. Je vais rapidement aborder cette question. Mais Ousmane, ma relation avec lui est à la fois spirituelle et intellectuelle. Comme ceux de mon âge, nés vers les années que nous connaissons, quand s'il est un garçon et il est né, il porte le nom de Mohamed. Et s'il est le second, il porte le nom d'Ibrahim. Je suis né au Saloum et mon frère aîné portait le nom de Mohamed et moi je porte le nom de son grand-père. Chez qui je devrais apprendre le Coran avec l'aide de mon oncle Ibrahim Mahmoud Diop, le frère cadet de mon père Souleymane. Ils ont décidé pour des raisons que je ne sais pas exactement de m'amener à l'école française. J'y suis et j'y suis resté. Je ne le regrette pas aussi. Peut-être que lui savait pourquoi. Je suis devenu germaniste ainsi. Et c'était ainsi aussi que je me suis intéressé à l'orientalisme allemand, dont on parle peu dans le monde francophone. Et je sais que ceux qui connaissent bien l'histoire des sciences islamiques, l'Allemagne en a une part essentielle. Et pas seulement maintenant, même bien avant Hegel, et nous en parlerons.
Il y a très tôt en Allemagne une pensée parallèle, anti-hegelienne, qu'on ne cite pas souvent, et qui jette un regard nouveau, novateur et progressiste sur les autres. Et parmi les autres, évidemment, le monde arabo-musulman joue un rôle essentiel. Le romantisme allemand ne serait pas ce qu'il est devenu s'il n'y avait pas ce contact avec le monde oriental. La deuxième remarque, je citerai un philosophe, poète et écrivain allemand qui d'ailleurs s'est intéressé à l'Allemagne, à l'islam, pardon, très tôt. C'est un protestant, Goethe, qui disait dans son divan oriental occidental ceci, je cite, « Si l'islam veut dire soumis à Dieu, nous vivons et mourons tous en islam. » Fin de citation. Et dans ses maximes et réflexions, il disait ceci, « Le particulier est éternellement soumis à l'universel, l'universel doit éternellement s'incliner devant le particulier. » Ousmane nous fait découvrir une région ouest-africaine qui est pour le monde arabo-musulman ce que l'Éthiopie, l'Abyssinie en particulier, a été pour le monde gréco-romain et judéo-chrétien. Une zone essentielle de frontières et de contact entre l'Afrique noire et les civilisations dites universelles. C'est pourquoi je pense que Ousmane et son livre méritent d'être reconnus parce que c'est un perceur et un passeur de frontières. Il est doublement, pour 3 raisons d'ailleurs. La première, c'est que Ousmane est arabophone, il est anglophone, il est francophone, et ce que peu de gens savent, il lit et parle en langue allemande. Je suis assez bien placé pour le savoir, parce que j'ai séjourné après lui, bien des années après lui, à l'Institut d'études avancées de Berlin, Wissenschaftskolleg de Berlin, où j'ai eu à rencontrer des collègues orientalistes, dont un a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit de Rudiger Seesmann, qui a écrit 2 monographies intéressantes. La première, c'est sur Cheikh Ibrahim Niasse, son grand-père, Stephen Flut, et ensuite sur Cheikh Ahmadou Bamba, et je le dis tel qu'il est écrit en allemand, Ahmadou Bamba und die Entstehung der Mouridiyya, Analyse religiöse und historische Hintergründe, Untersuchungen seines Lebens, seiner Lehrer anhand des biografischen Werkes von Mohammed al-Mustafa An. L'orientalisme allemand a beaucoup contribué à la construction des altérités, ce que sont les autres. En nous faisant découvrir une région d'érudition intellectuelle et en traduisant son œuvre en langue française, il nous a permis aussi d'avoir accès à notre frontière, la frontière, surmonter notre frontière, la frontière des langues. Et je crois qu'on peut le dire pour nous autres francophones, que les travaux scientifiques les plus méritants dans le monde sont écrits en anglais. Il y a lieu de dire que parmi les leçons que nous devons tirer de cet ouvrage, et par ricochet reconnaître son travail, c'est que nous avons intérêt à nous libérer de notre jacobinisme linguistique. À la fois sur le plan linguistique, mais aussi la doctrine de l'État, sa approche par rapport à la religion. Il a beaucoup écrit, et par discipline germanique, je ne vais pas faire moins que ceux qui m'ont précédé,
être bref et concis. Que peut apporter ce livre? J'en ai retenu 7 idées essentielles. Il y a dans la région qu'il a visitée l'histoire et la permanence d'une théologie politique en islam du Sahel. La deuxième leçon, c'est que l'histoire académique, scolaire et pédagogique de la transmission des savoirs dans cette zone fut interrompue par l'implantation de notre modèle de transmission de savoir de type proto-colonial et colonial, qui a contribué à rendre le système éducationnel qu'il avait trouvé ici archaïque. Et volontairement, bien sûr. Et je pense à la fameuse phrase avec laquelle nous avons tous grandi au lycée, vaincre sans avoir raison, du livre classique de notre doyen ici présent. La troisième leçon, c'est cette dichotomie, cette séparation a cimenté le développement de 2 élites parallèles qui sont séparées et qui ont créé dans notre société 2 sociétés parallèles, une francophone, europhone, une autre arabophone, avec une très forte conflictualité. Je crois que notre ami Sidi Lamine a récemment sorti un livre et dans beaucoup de ses interventions, il ne cesse de nous rappeler que notre autre moitié aussi est là, à côté, à portée de main, à savoir toute une tradition intellectuelle que nous autres francophones avons intérêt à créer, à nous approprier. La quatrième leçon ou message de ce livre, c'est que l'occidentalisation et l'islamisation des sociétés africaines ont provoqué 2 temporalités, 2 pluralités conflictuelles, elles-mêmes qui ne sont pas encore résolues jusqu'à nos jours. La 5e remarque que je voulais faire et qu'il a magistralement démontré, c'est que l'histoire de l'Afrique n'est pas qu'une histoire écrite, elle est orale, elle est aussi écrite. Et cette idée fut longuement développée et a eu aussi son travers africain, qui a créé dans notre historiographie une vision romantique de notre propre histoire, qui est partiellement vraie ou partiellement fausse. Parce que toute une tradition présentait l'Afrique comme si l'oralité est notre propriété, alors que l'oralité est propre des cultures. Toutes les cultures l'ont été, et l'existence de l'oralité dans notre culture ne doit pas être séparée de la tradition écrite. Et si d'ailleurs cette oralité de la culture africaine au Sahel a pu être importante, c'est qu'aucun des 2 systèmes n'a pu triompher sur l'autre. Il y a une presque sorte de neutralisation des 2, et en plus, il n'y a pas eu le prolongement de cette équation, de cette énigme au niveau de l'État qui n'a pas pu et qui n'a pas voulu résoudre. Il en est de même aussi dans notre relation avec la religion, avec la laïcité. Et là, peut-être je ferai transparaître en moi ce que je peux dire du pays dans lequel j'ai fait mes études, à savoir l'Allemagne. Et je citerai 2 cas, l'Allemagne et le Japon. L'histoire religieuse de ces 2 pays et leur développement a contribué à son essor, à l'essor économique, à leur modernisation, de façon tout à fait progressiste. Il ne s'agit pas de reniement, il ne s'agit pas d'une restauration, mais d'une prise en compte de la culture religieuse. C'est une dimension importante dans le développement de notre pays et dans la construction de notre modernité. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont lu le livre de Max Weber, ses propositions, sa conception sur la part du protestantisme dans l'essor du capitalisme allemand. Ce que beaucoup d'ailleurs sont en train peut-être de découvrir un peu avec tout cet essor de l'économie informelle, structurée, organisée sur un réseau de type religieux. Et je pense que c'est un regard tout à fait important que nous devons porter sur notre identité religieuse. Et je pourrais terminer en disant que le libéralisme est important dans l'historiographie africaine, dans l'historiographie allemande,
et dans la constitution de l'État allemand. Je pense qu'il ne serait peut-être pas inutile de regarder de ce côté ce que sont les autres pour savoir aussi ce que nous devons faire par rapport à nous-mêmes. Et je pense que le livre, et c'est par cela que je voudrais terminer, nous devons connaître toute la chaîne de la causalité de notre retard, et il est immense. Et ce livre nous permet tout de même de construire notre modernité à partir de notre pluralité et de notre propre développement religieux et intellectuel. Et sous ce rapport-là, que je pense que le livre nous laisse un legs intellectuel important, et sa prise en compte peut nous permettre au moins de régler une question essentielle chez nous. Je crois que le doyen Barry l'a dit, et mon homonyme Ibrahim l'a également souligné. Notre système éducatif aujourd'hui traverse des crises profondes, et la principale de ces crises est une crise d'identité. Tout comme du reste notre État qui a été construit sur un type exogène, je pense que le moment est venu de nous développer à partir de ce que nous sommes et non pas de ce que sont les autres. Et j'en termine pour souligner un aspect important, la diplomatie religieuse dans la constitution des ensembles politiques dans nos États. Et peut-être que par plusieurs raisons, il ne l'a pas voulu l'aborder, encore que, bon, en faisant un peu cas de son grand-père, largement impliqué dans la résolution des conflits au Nigeria et nos relations avec le monde extérieur, une période de tension, tous ces problèmes ont été réglés. Et je pense, je parle sous le contrôle de diplomates ici présents, d'anciens ministres qui ont construit ce pays. Ce ne fut pas la force militaire de notre armée, ce n'était pas nos richesses, parce que nous ne sommes pas plus riches que les autres. C'est la diplomatie religieuse qui a permis ce pays-là de traverser des zones de turbulence et de rester dans un espace de convivialité interethnique et interconfessionnelle. Cela, chers collègues, c'est un apport important et significatif dans la constitution de l'État. Merci beaucoup. Alors, Ousmane, il y a deux possibilités. Soit tu réagis tout de suite aux différentes interventions, ou tu me laisses aller directement vers le public, comme ça, tes interventions ou tes réactions par rapport à ces interventions, tu pourras les faire en même temps que tu répondras aux questions. Voilà, je préfère prendre un certain nombre de questions. Oui. Comme ça, je pourrais ne pas répondre à celles qui m'envoient. Voilà, voilà. Mais il y a une question qu'on voudrait tous lui poser. Voilà qu'on nous apprend qu'il parle l'allemand. Au moment où moi je disais, il comprend tellement l'anglais et le français qu'il n'a besoin de personne d'autre pour le traduire de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais. Et je sais qu'il a séjourné aussi au Nigeria, et je sais qu'il a grandi ici. Question, c'est toute l'Assemblée qui pose cette question. Ousmane, tu parles et écris combien de langues? Et tu nous précises quelle langue? Toute la liste complète, c'est important. Bonne question. Bon, ok, seconde question alors. Oui, il y a un micro-baladeur où je prends des noms. Il y a Sidi Lamine qui veut intervenir. Il y a monsieur le député Sidi Lamine. Serigne Bissi. Alors il y a Fatou Sow. Je vois mon ami, voilà, Ferwin. Ça me fait 4, 5e, voilà, mon ami Sek. Alors on a un premier tour de table de 5 personnes. Bon, je vais les prendre après. On a un premier tour de table de 5 personnes. M. Sidi Lamine, Serigne Bissi, Fatou Sow, Ferwin, et puis Ouna. Ça fait 5 personnes qui vont intervenir maintenant. Ils répondent et on reprend encore. Voilà. Merci bien. Je voudrais commencer par exprimer ma fierté, celle de la famille et du monde entier. Donc, il est venu aujourd'hui écrire un livre. Quand j'ai vu le commencement après son prologue,
j'ai dit ça y est, voilà un livre qui succède à un autre livre. Il a commencé par Kashif al-Albas, la levée des équivoques. J'ai dit, mais son livre aussi est un livre qui vient lever d'autres équivoques. M. Ibrahim Diop a parlé tout à l'heure de la citation, c'est là où il a parlé de Hegel, et aussi en parlant de Hegel, il a parlé de cette dichotomie entre le nord et le sud, que l'Afrique subit aujourd'hui, nord du Sahara et sud du Sahara. Il a parlé également de lui et ses premiers amours avec le savoir, avec l'école. Aussi bien l'école coranique que l'école française. Et après cela, il est venu s'attaquer à Kashif al-Albas pour voir comment ce livre est immense en embrassant l'Inde, l'Arabie, d'autres savoirs. Il est même allé au-delà pour dire qu'il y a deux sortes de savoir, ce qu'on lit et ce qu'on sent. Le tasawwuf ou le sharia. Donc, il y a tellement de choses évoquées dans ce livre qui méritent vraiment une lecture particulière, puisqu'il a ratissé large. Je disais, il y a de cela quelque temps, que ce pays, tant qu'il reste exclusivement français, il reste colonisé. Et je l'ai dit au président de la République, j'ai dit à monsieur le président Macky Sall, si je vous écris aujourd'hui en arabe, cette langue à laquelle je suis à l'aise, vous ne pouvez pas répondre. Il a dit oui, sauf si on demande au ministère des Affaires étrangères de nous faire la traduction. Je lui dis, vous êtes en retard. Au temps colonial, la correspondance se faisait en arabe et en français. Aujourd'hui, nous sommes plus colonisés que par le passé. Monsieur Barry, défenseur des langues africaines, et nous le sommes tous, je voudrais, monsieur Boubacar, il faut continuer aussi de défendre l'arabe. C'est une langue africaine. La majorité des Africains, des Arabes, c'est des Africains. Et l'arabe est une langue vivante. Ce n'est pas une langue étrangère comme les langues europhones. L'arabe est une langue africaine. Et plus de 75% d'Arabes, c'est des Africains. Donc c'est une langue africaine. Et lui, il a essayé de montrer comment cette langue est ancrée et comment cette langue est traduite. Tout complexe qu'ils sont relève de l'immédiateté et de la quotidienneté. Vous pouvez trouver dans les débats télévisés le thème d'aujourd'hui. Donc je l'en félicite. C'est avec beaucoup de plaisir que je le rencontre tout le temps. J'étais là au moment de lancement de la version anglaise. Mais je voudrais poser un problème sur le rôle des Allemands, de Brockelmann, dans l'orientalisme occidental. Moi, j'étais à la Sorbonne, mais la plupart de mes références ne connaissant rien en allemand, mais à partir d'un certain moment, j'étais obligé de déchiffrer, de decipher des textes purement allemands pour trouver, par exemple, une Nuduraid ou bien Dalia, parce qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà traduit, mais c'était des Allemands qui l'avaient. Ils ont joué un rôle considérable dans le développement de l'orientalisme. Mais je voudrais adresser à Ousmane. Il a parlé des holophones et des arabophones, mais il y a les coranophones. Les coranophones, c'est une catégorie qui joue au niveau de l'affect et pas de l'intellect. Et on le trouve énormément en Saint-Louis. Des gens qui sont amoureux du Coran, qui ont fait l'école coranique, qui ne l'ont jamais traduit. Mais ils sont là, j'en ai laissé 700 à la maison, on profite des vacances pour occuper les enfants. Ces enfants vont grandir. Le cursus ne leur permet pas
de passer du Coran à l'acquisition de la langue arabe. Mais ce passage-là laisse une empreinte chez eux. Et ils sont nombreux, ils font légion. Ils ont une sorte de solidarité affective par rapport au Coran. Et ce côté-là, ce ne sont pas des gens qui connaissent l'arabe. Ils ne peuvent pas expliquer. Mais il y a ce internet, tu vois. C'est ni Internet, ni Internet, mais internet entre eux et le Coran. Et j'aurais bien aimé qu'on essaye au niveau académique, qu'on se penche, parce qu'ils sont les gens, qu'on se penche sur ces gens. Mais je voudrais revenir sur un dilemme que j'ai eu toute ma vie, grâce à la fameuse question de Samba dans l'aventure ambiguë, quand il disait que est-ce que ce que nous avons oublié vaut, ce que nous avons appris vaut ce que nous avons oublié. Moi, je me suis posé cette question tout le temps, parce que je viens de Touba, parce que j'ai perdu mon meilleur ami Abdou Fatah Mbacké. Et on s'est connus dans des circonstances exceptionnelles. On s'est connus au centre d'entrée en 6e de la rue Neuville, pour les gens qui connaissent Saint-Louis. On appelait la rue Saint-Louis. Dans la même classe, en 6e moderne. Et je me suis rendu compte qu'il se posait les mêmes questions que moi. Est-ce que ce qu'il allait apprendre au lycée fédéral et dans l'école laïque chez les holophones vaut réellement ce qu'il risque d'oublier en tant qu'arabophone? Et ce dilemme-là, grâce à cette interrogation de Samba, moi, toute ma vie, ça m'a habité. Je suis revenu là-dessus parce que j'ai été à Touba pour l'enterrer. On a eu une amitié de 57 ans. Et ce qui était, pour moi, c'était le début de cette incursion de l'arabophonie dans l'europhonie. Et c'est sentir à partir d'un certain moment que les Dara avaient besoin de s'ouvrir à autre chose. Et ceux qui ont pris cette initiative-là, c'était Seigneur Mbacké Gaïndé, qui était le fils du premier calife de Seydi Touba, et Cheikh Seydi Mohamed Moustapha, qui était le fils du premier calife de l'Hadji Malick Sy. À partir d'un certain moment de développement, ils ont décidé d'envoyer leurs enfants à l'école laïque, à l'école républicaine, ce que le public refusait. Bon, il a fallu beaucoup de rigueur, de sérieux, pour que nous puissions tout le temps être habités par cette interrogation. Je suis à l'école française, je vais acquérir, est-ce que ce que j'acquiers vaut ce que je risque d'oublier, c'est-à-dire mon patrimoine, mon héritage, mon patrimoine familial. Donc, à chaque fois que je lis ce type de livre, j'ai comme l'impression que cette incursion commence ce jour-là. Et Dieu a fait qu'on a fait le cursus avec beaucoup de, bon, je ne dirais pas de brio, mais en tout cas, nous avons réussi. Mais il était il y a quelques jours le calife de son père. Moi, je suis toujours le calife de mon père. Quand vous allez à la maison, il y a 700 grosses que je récupère durant les vacances pour accélérer les accusations de la culture islamique. Donc, je voulais simplement verser ça dans le dossier de la remercie. Merci beaucoup. Lier le bois au bois, l'école. Mais bon, le bois, c'est la création de la nature, on est ajouté. Mais dès l'instant que vous prenez un morceau de bois et vous liez ça à un autre morceau de bois, c'est le génie humain, puisque vous avez créé une forme. C'est deux morceaux de bois qui font par exemple le toit de la case. Mais ça, c'est l'homme qui l'a inventé, c'est son génie. Donc c'est ça l'école. Pourquoi? Parce que nous sommes des couches. La légèreté et en même temps aussi la lourdeur, c'est notre ambiguïté. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut régler ce problème qu'à l'école française ou à l'école européenne? J'imagine que peut-être les Africains aussi et les Arabes ont été de grands inventeurs. Donc on n'a pas besoin de l'école francophone nécessairement pour ça. Fatou Sow, et merci doyen pour ce livre monumental. Fatou. Merci beaucoup. Bon, merci Ousmane, hein. J'ai été très touché par ton invitation personnelle à venir à cette séance. J'avais reçu l'invitation du WARC. J'avais reçu la première invitation du commissariat, mais je n'étais pas allé, je n'avais pas lu le livre, il était en anglais. Et cette fois-ci, quand tu m'as envoyé le texte dans mon courrier électronique, j'ai dit bon, ok, maintenant il faut que je fasse effort. J'avoue que j'ai passé 2 nuits pénibles à pas comprendre ton texte, pas à lire ton texte, mais à le comprendre.
et à pouvoir poser quelques questions, aujourd'hui. En tout cas, je te remercie de cette marque personnelle d'affection à mon endroit. Alors, je vais te poser 2 ou 3 questions, hein, et bien sûr, je vais te les poser à rebrousse-poil. Sinon, comme tout le monde, j'admire ton savoir encyclopédique, et je pense que je vais me casser les dents dans ton savoir encyclopédique. Tu peux ne pas répondre à mes questions, mais un jour, on se rencontrera dans un couloir, et à ce moment-là, tu répondras aux questions que je vais te poser. Ma première question, c'est... D'abord, je pense qu'il faut te remercier du travail énorme que tu as fait de nous initier à cette histoire de la connaissance que nous n'avions pas. Bon, moi, je suis europhone, par éducation, je parle français, vaguement l'anglais. J'avoue que j'ai fait 6 ans d'arabe au lycée, la 6e. J'ai passé un baccalauréat avec une version arabe. Mais la version arabe a été la dernière après le WLC. C'était tellement difficile pour qui nous étions à l'époque, avec des professeurs français et algériens qui nous ont enseigné de traduire en latin, mais je ne parle pas. Je pourrais éventuellement traduire en arabe, mais je ne parle pas non plus. Donc, nous, comme les cornophones dont on parle de ceci. Mais là, c'est-à-dire qu'il y a deux autres questions à ce niveau-là. C'est d'abord quand tu parles du transfert de savoir précolonial. Et ta première phrase ici, c'est l'islamisation. Moi, je voudrais poser la question, est-ce qu'il y a une autre forme de savoir qui ne soit pas le savoir coranique? Est-ce que, entre le moment où l'islam arrive, il n'y avait pas de forme de savoir et est-ce qu'il n'y avait pas de transmission? Est-ce que ces transmissions n'ont pas été des transmissions contemporaines, une fois que la réalisation est là? Parce qu'on a beau dire, alors, je sais pas c'est ça, il y a des gens qui veulent que l'arabe soit une langue officielle du Sénégal et de l'Afrique. L'arabe est parlé en Afrique du Nord, mais l'arabe est une langue d'importation. Face au monde juif, face aux berbères, qui ont tous des problèmes, il y a une espèce d'arabisation forcée en Afrique du Nord. Et ça, je crois que si on ne le reconnaît pas non plus, parce que ça reste là l'étranger. Combien d'entre nous ici, je ne parle pas des femmes, parce que les femmes, on n'aura pas appris le Coran aussi loin, sauf quelques figures exceptionnelles, comme sa mère, pour qui je témoigne un immense respect pour sa force de caractère, pour avoir réussi à créer ce système éducatif que tout le monde reconnaît et que tout le monde salue. Mais les femmes et savoir coranique, bon, mon ami Ibrahim Sall parle de genre, je n'ai même pas introduit la question du genre, mais ça reste problématique. Est-ce que l'arabe est réellement une langue de communication entre les Africains au sud du Sahara? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a ceux qui savent le Coran, quelques-uns qui le parlent, d'autres qui font Idi Wolof, Idi Polar, Idi Sosé, etc. Mais pour moi, je pense que l'arabe, en dehors d'être une langue liturgique, mais mieux, c'est une langue sacrée pour les musulmans. Alors que l'arabe est une langue on pourrait dire comme une autre. Est-ce que, à ce moment-là, je pense qu'il ne vaut pas mieux, comme le dit Boubacar Bari et Ibrahim Sall, revendiquer cet héritage plurilinguistique que nous avons. Les langues europhones, nous les avons. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Elles sont là, elles sont présentes dans notre histoire, après la siècle de colonisation, 50 ans d'indépendance. Je crois qu'il y a quelque chose à revendiquer d'un héritage collectif, mais en mettant tous ces héritages ensemble et en y mettant les langues africaines. La deuxième question que je voulais poser, c'est une question sur... parce que quand on parle d'islamisation, on ne prend que le côté religieux de ce savoir. On ne prend que le côté religieux de ce que peut être un enseignement. Alors, je sais bien qu'en Afrique du Nord, ils ont tous des religions d'État, qui est l'islam. Au Sénégal et dans d'autres pays africains, nous sommes des pays laïques, et je pense que je vais revendiquer cette laïcité qui pour moi signifie simplement la séparation de l'État, de la gestion de l'État, de la gestion par le religieux. Et je crois que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour les femmes qui ont le plus à avoir ce poids des dispositions coraniques que nous avons dans le code de la famille. Parce que il me semble que j'ai entendu dire, mais ce n'est pas ce que Ousmane a dit, mais ce que je pense qu'on peut
présupposé, c'est que si on mettait la religion dans la gestion des problèmes, dans la gestion des conflits, moi je me demande à Boko Haram au Nigeria, comment Boko Haram peut exister au nord Nigeria? Comment on a des djihadistes au nord Mali, là où les manuscrits de Tombouctou les manuscrits constituent un sanctuaire? Comment est-ce qu'il n'y a pas un discours de contre-djihadistes? Comment est-ce que... Et je pense que les pays arabes, qui ont la région, l'islam comme région d'État, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Algérie ou la Tunisie, ils ont tous des problèmes à pouvoir décortiquer un peu les liens étroits qui existent entre la religion et la culture. Surtout ce qu'on sait, et ça Ousmane Kane dit très clairement, c'est que depuis l'introduction de l'islam en Afrique de l'Ouest, l'islam a au fond servi également, a été une manière d'être dans le politique. De saisir le pouvoir politique. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors peut-être dernière question, alors là ça serait la question du genre. Premièrement, l'enseignement de l'islam reste un enseignement très patriarcal et très masculin. Dans les dards sont les garçons que vous voyez. Si vous voyez l'élite qui est coranophone, c'est une élite très largement masculine, je suis désolée. Elle est très largement masculine. Et les quelques femmes que l'on a se poussent un peu pour émerger. Parce qu'elles n'étaient pas destinées, c'était vraiment pas destinées à ça. Et deuxièmement, quand on voit aujourd'hui des dards, parce qu'on a des dards et on voit nouvellement les augurer, mais je ne sais pas si vous remarquez, il y a des petits garçons sur le devant, ils chantent. Quand le Premier ministre de Turquie est venu, il y a quelques années à l'Institut islamique, on a montré des petits garçons qui ont récité et chanté, c'était vraiment très beau. Ils étaient jeunes, ils avaient une manière exceptionnelle de chanter en arabe. Et puis à un moment, on voit la caméra qui bouge, il y avait un grand drapeau sénégalais, et quand ils montent en haut du drapeau, il y avait 5 ou 6 petites filles, la tête couverte d'un foulard blanc, qui quand la caméra les a fixées, elles se sont abaissées. Donc pour moi, il y avait un enseignement, il y avait des garçons qui étaient en bas, et des filles qui étaient en haut. Et aujourd'hui, quand on montre des filles qui récitent le Coran, elles sont toujours couvertes. Est-ce ça, c'est ça le symbole que l'islamisation de l'enseignement va nous apporter? Je pense qu'il y a certainement des questions qui sont posées. Et Ousmane, je te poserai dans un couloir. Si tu m'avais à Harvard, je lui poserai plus dans ton bureau. Mais si tu me laisses ici à Howard ou en Colessia, on en discutera dans les couloirs. Voilà, dans le livre, restitue l'importance de l'histoire intellectuelle qui a été écrite en langue arabe et en langue ajami. Il indique qu'il y a 80 ajami en arabe en Afrique et qu'il y en a 29 en Afrique de l'Ouest. Alors, la question que j'aimerais lui poser, mais vraiment en insistant à nouveau sur le fait que c'est une contribution absolument importante qui rééquilibre et qui met une pierre dans la constitution d'une bibliothèque que j'appellerais post-coloniale qui réarticule la pluralité de nos héritages. La question que j'aimerais lui indiquer, c'est est-ce qu'une histoire des idées s'arrête à une histoire des textes écrits? Donc pour moi la question des sources est absolument importante. Je trouve que son travail restitue à juste titre le travail qui a été fait à travers les sources écrites arabes. Il indique que la lecture existait dans le continent. Et d'ailleurs des travaux récents montrent que 3400 ans avant Jésus-Christ à Abydos, dans le sud de l'Égypte, bien avant les écritures sumériennes, le connaissait divers types d'écriture, et qu'un continent de l'oralité n'est pas un continent qui ignorait l'écriture. Mais mon interrogation, elle rejoint celle de Rousseau. Lorsqu'on va faire une histoire des idées, on a envie de savoir quelles ont été les réponses que les groupes ont apportées aux questions existentielles fondamentales. Et nos sociétés ont apporté des réponses à travers des récits oraux, des mythologies, des cosmogonies. Et interroger ces réponses-là, me semble-t-il, fait partie de notre histoire intellectuelle. Et donc, qu'en est-il de l'histoire intellectuelle anté-musulmane? Et comment faire pour que dans la réarticulation de tous nos héritages, que nous reprenions tout, que bien sûr on complète avec les textes écrits en arabe, mais que tout ce que les sociétés ont produit comme espace de production de signification et de sens à travers d'autres médiums, et que nous sortions de la dichotomie peuple de l'écrit et peuple de l'oral, et comment on fait d'un point de vue méthodologique. C'est ce qui m'intéresse, puisque c'est un chercheur. Donc comment on fait pour réinterroger cette histoire-là et aller au-delà du fait que l'histoire des idées soit une histoire écrite et les histoires non écrites. Donc ça, c'est la question que je lui pose. Deuxièmement, une interrogation sur les usages que l'on risque de faire de son travail. Son travail est absolument important.
mais je crains qu'ils servent aussi d'argument à une revendication qui est légitime, celle de rééquilibrer les rapports entre les différentes épistémologies et les différentes élites. Mais mon problème, c'est qu'on les pose souvent d'un point de vue dichotomique. Quand on dit les europhones, les arabophones, c'est comme s'il n'y avait pas de pont entre les deux. C'est comme si ce qui était europhone était exclusivement europhone, ce qui était arabophone était exclusivement, alors que ça ne me semble pas être le cas. Je pense que l'une des spécificités dans notre espace, c'est que nous sommes à la croisée de plusieurs bibliothèques. C'était des bibliothèques europhones, certains d'entre nous ont lu l'arabe comme langue au lycée jusqu'au bac, bibliothèques arabophones, mais nos sociétés aussi nous ont instruites à travers des médiums qui ne sont pas la langue et pas l'écriture. Et lorsqu'on dit nous sommes des intellectuels occidentalisés, je ne suis pas d'accord. Nos sociétés nous ont instruits à travers nos langues, nos cultures, nos contes, nos légendes. Et ces bibliothèques-là, bien que immatérielles et non écrites, sont absolument fondamentales. Et là où je pense que le défi de l'enseignement supérieur, c'est peut-être comment on réarticule tous ces héritages-là et qu'on réassume tous ces héritages, sans les distinguer et sans les scinder. Je travaille actuellement sur la réécriture des humanités à partir de l'Afrique. Et ce que Mansour Sidi vient de lire sur les coranophones me rappelle aussi l'idée que le sensible est un élément de connaissance du monde. Donc il n'y a pas que le régime discursif, on a aussi des formes sensibles d'appréhension du monde. Et je terminerai en disant que Cheikh Hamidou Kane a répondu à la question de Mansour Sidi Djamil. Est-ce que ce que l'on oublie, ce que l'on apprend vaut ce que l'on oublie? Dans les gardiens du temple, il dit que ce que l'on a oublié, on peut le réapprendre. Voilà. Je vais être bref. Je voudrais apporter une note personnelle et terminer en soulignant la portée de ce qu'a fait Ousmane. Je l'ai connu il y a 4 ou 5 ans à Boston. Ma fille venait d'accoucher, elle était à Harvard, je n'étais pas à Boston. Ousmane et sa femme se sont occupés de le baptême, comme au Sénégal, pendant toute la journée, alors qu'il avait des charges déjà importantes. Et je tiens, ma femme est là, nous tenons à t'en remercier fraternellement. C'est cet aspect humain et personnel. Vous m'en excuserez. Alors, pour le sujet proprement dit, je pense que Ousmane a attaqué un chantier immense. Quand j'étais jeune étudiant, j'ai lu une fois Amilcar Cabral, en pleine guerre de libération. Il soulignait ceci: la guerre de libération, cette guerre sanguinaire, brutale, elle avait d'abord une vocation culturelle. À l'époque, je ne saisissais pas la portée de cette pensée d'Amilcar Cabral. Et quand je commençais mon cours d'histoire des idées en Amérique latine, j'ai commencé par aborder 2 questions. 1492, cette escroquerie qu'on nous a répétée depuis qu'on est enfant, il faut qu'on s'attaque à ce genre d'escroquerie. L'Amérique n'a pas été découverte en 1492 par Christophe Colomb. Il y avait des civilisations anciennes qui étaient. Ça a été découvert par Christophe Colomb. C'est comme ces Indiens d'Amérique, du Brésil, qui ont découvert le Brésil, entre guillemets, dans les années 80, qui ont découvert qu'ils étaient dans un état qui s'appelait le Brésil. La reconquête, on nous fait croire que pendant 8 siècles, entre 711 et 1492, les Occidentaux, je ne dirais pas les chrétiens, c'est trop chargé, je dirais les Occidentaux ont combattu les Arabes pendant 8 siècles. Une autre escroquerie. Alors que les royaumes musulmans et chrétiens ont coopéré. Cette langue espagnole a été enrichie, etc., etc. Bref, je ne reviens pas sur ça. Mais pour ça, pour souligner une chose, nous avons un travail à continuer et à approfondir. Le colon, l'Occident, à force de nous répéter que nous sommes mauvais, certains d'entre nous, on croit aujourd'hui que nous sommes mauvais. Pas plus tard qu'il y a encore quelques années, un président français est venu dans notre temple du savoir pour essayer de nous convaincre que nous sommes mauvais. Je conclurai par dire ceci. Ousmane, s'il te plaît, ne t'arrête pas là.
les autres foyers, attaquent-les. Les autres foyers, et je ne suis pas chauviniste, pensent aussi à 5. Et aussi à la poésie, l'apport des négro-africains à la poésie à caractère religieux. Nous en avons beaucoup. Je ne vais pas répéter après ces Moutouba, l'Ajmali. Mais je le dis modestement, mon grand-père Bois Mokhtar, qui en a publié beaucoup, n'est-ce pas? Alors, je te remercie encore une fois. Je voudrais ainsi souligner la portée de l'œuvre d'Ousmane. Merci beaucoup. Voilà. Bouna, merci beaucoup, mais il ne faudrait pas qu'on aille très loin, Bouna. Non, les interventions, c'est fini maintenant, je crois. On va donner la parole à Ousmane, mais dire à Bouna, il ne faut pas aller jusqu'à Sarkozy. C'est Macron lui-même qui a dit le développement en Afrique, ce n'est pas possible à cause de la polygamie et des nombreux enfants. C'est le président français qui l'a dit, n'oubliez pas. Ah oui, il l'a dit. Il l'a dit. Voilà. Et là-bas, en Virginie, là, il y a eu des choses comme... Oui, je vais lui donner, d'accord, je vais lui donner. Il y a eu des problèmes, et ce que Donald Trump a dit, vous le savez. Voilà. Ok. Ce sont les plus jeunes de ceux qu'on a appelés les aînés du XXe siècle africain à la suite d'Amadou Pakeba. Ils ont connu la colonisation. Vous, les générations actuelles, vous ne l'avez pas connue. Ils ont lu dans le regard du colonisateur nos maîtres, nos enseignants blancs, le mépris pour notre race, pour notre culture. Et d'autre part, ils étaient enracinés dans notre société africaine traditionnelle. Ils ont eu là des maîtres qui leur ont démontré la qualité essentielle de la culture africaine endogène. Senghor fait référence à son oncle Togo Wali. Amadou Hampateba fait référence à son oncle, à son marabout, à sa mère. Et je voudrais dire que je trouve que pour la génération actuelle, représentée sur cette table, sur ce podium, vous avez poursuivi et approfondi ce qu'étaient les ambitions de ces Africains du XXe siècle, de ces aînés du XXe siècle africain. Je suis frappé par le fait que la plupart de ces aînés étaient des scientifiques. Abdou Moumouni était un physicien. Je rappelle aussi. Je pense que nous devons continuer de poursuivre ce travail qu'ils ont fait. Et du fait de ce que j'ai écrit, aujourd'hui encore je reçois beaucoup de visiteurs noirs, africains, qui viennent me parler de leur projet, me montrer les livres qu'ils sont en train d'écrire sur le Wolof, sur le Pulaar. Ils sont en train de poursuivre un travail considérable. Je voudrais, en tant que cadet de cette génération des aînés du XXe siècle, vous féliciter, vous tous, et vous encourager à poursuivre ce travail pour que notre continent, sa partie noire en particulier, retrouve sa place, sa vraie place dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de l'humanité.
C'est seulement cela que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Pas que je parle, au Wolof que tu parles, ainsi de suite. C'est pour ça que pour moi, je considère qu'une élite qui a un corps unique, avec 3 têtes, une tête en français, une tête en arabe, une tête en poula, ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas de leadership unique. Il faudrait qu'on trouve le moyen d'avoir ces 3 savoirs ensemble sur un seul corps pour qu'on ait un leadership politique, économique et spirituel. C'est ça mon position. Oui, je n'aurai pas le temps de répondre. On compte l'anglais, l'arabe, le wolof, non, on a dit l'allemand. Et après, il reste 3. Le wolof et la Hausa, en fait, c'est... Oui, donc I just wanted to tell qu'il sache que vous êtes là. Merci beaucoup. Okay. Can you tell them that after this you can take a picture with him? After this, you can take a picture with him. Oui, donc je vais essayer de... Donc je vous remercie tous pour vos commentaires hein, et je suis d'accord avec toutes les critiques. Que je n'ai pas eu le temps d'aborder vraiment le rôle des femmes, n'est-ce pas, suffisamment dans le livre, mais ce qui ne veut pas dire que les femmes ne jouent pas un rôle important. Et je ne peux pas parler pour toutes les familles, Fatou, mais en tout cas, dans la famille de ma mère, la plupart des enseignants, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont des écoles et qui ont créé des écoles, plus que les hommes. Et je sais que ailleurs aussi, en Mauritanie, il y a beaucoup de... Les femmes jouent un rôle très important dans la transmission du savoir coranique. Donc ce n'est pas aussi masculin que vous le croyez, n'est-ce pas, et patriarcal. Alors, maintenant, Felune, je suis d'accord que l'histoire des idées ne peut pas se limiter seulement à l'histoire de l'écrit, je suis tout à fait d'accord. Et donc, si vous voyez l'épilogue, je cite Skirich qui disait, donc, un savant tidjane qui disait que le savoir ne réside pas dans les livres, mais dans la poitrine des hommes, n'est-ce pas, ou femmes pures. Donc je suis tout à fait d'accord que l'histoire des idées ne peut pas se limiter seulement à l'écrit. Et je suis aussi d'accord sur la nécessité de dépasser la dichotomie oralité, n'est-ce pas, écrit. Parce que, en fait, oralité et écrit, c'est-à-dire 2 faces of the same coin, deux faces du même... La même monnaie. Excusez-moi de la même pièce. Oui, voilà. Alors, donc, parce que les lettrés utilisaient des textes, mais l'essentiel de la transmission du savoir était oral. C'est pas dire que l'oralité n'était pas importante, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je suis d'accord aussi que les langues sont importantes, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les langues, certaines plus importantes que d'autres. Tout à fait d'accord. Et Bouna, oui, actuellement, en fait, je travaille sur la poésie. Donc, pour dire que vraiment, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le conseil que vous avez donné. Et surtout la poésie écrite par les lettrés musulmans de l'Afrique de l'Ouest en arabe. Bien sûr, les langues africaines sont importantes, mais ça, c'est un énorme chantier et chacun doit apporter, n'est-ce pas, sa modeste contribution. Donc, Boubacar, c'est à toi maintenant de travailler. On le laisse se reposer quand même. Voilà. Alors, donc, je suis aussi d'accord sur Serigne Mansour, l'importance, n'est-ce pas, de la Corano, comment vous avez appelé, Coranophonie, que les gens aiment le Coran, le sentir, l'écouter, etc. Et que même s'ils ne comprennent pas le sens, et que ça, c'est aussi important, je suis d'accord. Donc, il y a beaucoup d'autres questions. J'espère que j'ai répondu à l'essentiel, mais comme on n'a pas suffisamment de temps, et je voudrais vous inviter à une réception maintenant jusqu'à 18h30, et je vais aussi dédicacer le livre pour ceux qui ont, n'est-ce pas, tout ça, ça va se faire dehors, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va le rejoindre dehors. Il vous fait la dédicace et il vous donne à manger un peu et à boire. Voilà. Mais Fatou, je voudrais dire que je ne suis pas d'accord que l'arabe n'est pas une langue de communication. Il y a au moins à peu près 5% de l'élite intellectuelle sénégalaise qui parle français, qui parle l'arabe et qui écrit à l'arabe.
Oui, 5%. oui, donc, Dans une majorité, 5%. non, mais je veux dire, c'est... Oui, mais ils sont quand même pas une... Malgré qu'ils soient marginalisés. Voilà, donc c'est quand même une langue de communication et pour ces gens-là. Et comme il a dit, donc Ali Mazouli a dit que, a parlé du triple héritage. Voilà, on lève la séance et on va à la dédicace.